Alors, 2023, c'est l'année d'un tout nouveau code de l'environnement en Côte d'Ivoire. Très bien, mais concrètement, qu'est-ce que ça change? Qui est vraiment concerné? Pour le comprendre, on va plonger ensemble au cœur de son champ d'action tel que défini dans les articles 4 à 9. La question qui se pose, elle est assez simple en fait. Cette loi s'applique-t-elle à tout le monde, de la même manière, sans aucune exception, ou est-ce qu'il y a des limites, des cas particuliers? C'est ce qu'on va décortiquer maintenant. Alors pour s'y retrouver, voilà notre feuille de route. On va d'abord regarder le cadre général de la loi, puis on verra quelles pollutions et activités sont précisément ciblées. Ensuite, on se penchera sur les substances et les énergies encadrées. Et enfin, on fera le point sur pourquoi tout ça est si important. Allez, on commence avec la première partie, le cadre de la loi. C'est essentiel pour comprendre comment ce nouveau code s'articule avec toutes les règles qui existent déjà. Et là, l'article 4 est absolument fondamental. Il dit une chose très simple, ce code ne vient pas tout effacer et remplacer. Non, les lois sur l'urbanisme, le code de la santé, les règles sur la sécurité publique, tout ça, ça ne bouge pas. En fait, ce code vient s'ajouter, comme une couche de protection supplémentaire qui s'applique partout. Le mot à retenir, c'est donc celui-ci, complémentarité. Il ne s'agit pas de remplacer, mais de compléter. L'idée, c'est de faire en sorte que la protection d'environnement et, par exemple, la sécurité publique avancent main dans la main. Bon, d'accord, la loi est large. Mais est-ce qu'il y a des situations où vraiment elle ne s'applique pas du tout? La réponse est dans l'article qui suit. Et l'article 5 est très clair là-dessus. Oui, il y a une grosse exception. Tout ce qui concerne la défense nationale, les activités militaires, que ce soit en temps de paix, de crise ou de guerre, ça n'entre pas dans le champ d'application de ce code. Ça se comprend pour des raisons évidentes de sécurité nationale. Mais attention, ce n'est pas un passe-droit total. Et ça, c'est une nuance qui change tout. Même si la loi ne s'applique pas de manière stricte dans ces cas-là, l'esprit du texte reste. La responsabilité de faire attention à l'environnement, elle, demeure. L'impact doit toujours être pris en compte, même dans des contextes exceptionnels. Ok, maintenant qu'on a le cadre, on entre dans le vif du sujet. Le cœur du réacteur, quelles sont les pollutions et les activités qui sont concrètement dans le viseur de ce code? Là, avec l'article 6, on mesure toute l'ambition de la loi. Le texte ne fait pas dans le détail, il s'attaque à toutes les formes de pollution, que ce soit l'air, les eaux de surface, les nappes phréatiques, les sols et même toutes les autres formes de nuisances. Tout est couvert. L'objectif est clair, ne rien laisser de côté. Le message est donc on ne peut plus clair. Qu'elle soit visible ou invisible, directe ou indirecte, aucune forme de pollution n'est censée échapper à la loi. D'accord, mais qui est concerné? Qui est responsable? Eh bien l'article 7 ratisse large, très très large. D'abord, on a les suspects habituels, si l'on peut dire. Les grosses installations industrielles, les mines, les plateformes pétrolières. Ensuite, le champ s'élargit aux infrastructures, comme les grands chantiers ou les zones de stockage. Et enfin, le filet se referme sur absolument toute activité, qu'elle soit publique ou privée, qui présente un risque pour l'environnement. Ça peut être de simples rejets ou déversements. En gros, le principe est simple. Dès qu'une activité présente un risque, elle tombe sous le coup de la loi. On va donc bien au-delà des grands sites industriels, ça concerne une myriade d'acteurs économiques. On continue d'avancer. Troisième partie, on va affiner un peu le tir. Le code s'intéresse maintenant à des éléments très spécifiques, les substances d'une part et les formes d'énergie d'autre part. L'article 8, lui, s'attaque à ce qu'on appelle les substances dangereuses. La définition est volontairement large, c'est tout ce qui peut être toxique, radioactif, corrosif, bref, toute substance qui représente une menace pour la santé humaine ou pour l'écosystème. Leur gestion, leur stockage, leur élimination, tout ça est donc très strictement réglementé. Et enfin, l'article 9 est, je trouve, particulièrement moderne dans sa vision. Il ne vise pas une technologie en particulier, mais bien toutes les formes d'énergie. Ça va des renouvelables comme le solaire ou l'hydroélectrique, aux énergies fossiles avec le thermique, en passant même par le nucléaire. Aucune source n'est oubliée. L'idée de fond, elle est là. Peu importe comment on produit de l'énergie, il y a forcément un impact sur l'environnement. Et ce code impose de gérer cet impact pour toutes les filières, sans exception. C'est une vision globale qui met tout le monde sur un pied d'égalité face à la responsabilité environnementale. Bon, on a vu pas mal de détails. Maintenant, si on prend un peu d'auteur, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Pourquoi cette approche d'ensemble est-elle si importante? En résumé, ce qu'on a vu, c'est que ces quelques articles tissent une toile juridique vraiment complète. On a un code qui joue en équipe avec les autres lois. Il traque toutes les pollutions, quelles qu'elles soient. Il encadre la quasi-totalité des activités à risque et il prend en compte toutes les sources d'énergie. L'objectif final est limpide, assurer une protection durable de notre environnement. On le voit, les fondations posées par ces articles sont solides, elles sont même très ambitieuses. Du coup, la vraie question, ce n'est plus tellement que dit la loi, mais plutôt comment on la fait vivre, comment l'appliquer efficacement au quotidien à tous les niveaux. C'est tout le défi qui commence maintenant.